Bonjour à tous, on va revenir aujourd'hui dans une vidéo sur la correction d'un exercice sur la gestion des stocks. Donc, exercice qu'on a pu aborder en cours soit sur table, soit sur poste, si je veux faire une correction des différents éléments sur poste. Donc c'est un TD que vous n'avez pas forcément eu le temps de terminer, puisque les vacances approchant, et on avait plein de choses, c'est un exercice en fin de session. Donc c'est pas trop grave de l'avoir pas terminé, mais on va venir donner quelques éléments de correction parce on a un besoin pour le modèle de Wilson, on en a eu besoin pour la loi Pareto, la méthode ABC. Donc je vais également vous montrer différentes fonctionnalités sur tableur, en tout cas des rappels. Donc vous aviez un fichier avec disposition qui était le fichier qui se tenait TD4. Donc ici on avait 5 onglets, 1, 2, 3, 4, 5, et dans le premier, on devait calculer les stocks initiaux, les stocks finaux de différents articles. Il n'y a pas grand chose, alors soit vous utilisez la méthode du copier-coller, soit vous allez faire comme moi, vous allez juste utiliser la poignée de recopie pour calculer les valeurs des achats et des ventes. On va ici faire une formule somme simple de base. Alors ce tableau-là, le premier exercice, c'est assez facile. Donc, je rappelle que le stock final, c'est quoi? C'est le stock initial plus les entrées moins les sorties. Les entrées étant les achats, les sorties étant les ventes. Donc la construction de ce tableau se fait assez vite. Le stock initial du trimestre 2 étant égal au stock initial du trimestre 1. Bon, avec la poignée de recopie, ça va vite. Donc ça, j'avais les indications. Et je fais diviser par 2. Donc le premier tableau se complète assez vite. Le stock moyen sur l'année, c'est juste l'idée de faire une moyenne des 4 trimestres. Donc on a stock moyen. La rotation, je vous donnais la formule, c'était les ventes, le total divisé par le stock moyen. Et on a durée moyenne de stockage, c'était quoi? 360, alors, ou 365, divisé par la rotation. Et on trouvait 75,8 jours. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est comment mettre le mot jour derrière, parce que si vous mettez un élément textuel, ça va planter. Donc vous allez dans le nombre, et vous allez choisir le format personnalisé. Une fois que vous avez fait un format personnalisé, vous allez taper 0 pour indiquer si c'est une valeur numérique. Vous allez ouvrir la guillemets, vous mettez un espace, vous tapez jour, sans faire de faute, et vous fermez les guillemets. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir avoir l'affichage des jours qui vont apparaître. Voilà. Et là, il considère toujours que c'est une valeur numérique et vous avez mis un texte. Pratique. Donc ça, on l'a fait pour Dabema, maintenant on va faire pour Eben. Comment on fait? On est très doué dans le copier-coller, on fait copier, on fait coller, on change le nom. J'ai un stock initial de 8 et j'ai des valeurs différentes. Je copie-colle mes valeurs différentes. Ouais, j'ai terminé. Bon, après on modifie sa mise en page de décimales. Voilà, exercice 1 terminé. Gestion des stocks, relativement simple, ça permet de connaître le stock moyen. Voilà, 43 jours. Donc là, on voit que c'est des délais qui sont plus ou moins longs. On voit qu'ici, j'ai beaucoup de mal à les évaluer, à les vendre. 67 jours, c'est un peu trop tard, hein. C'est des produits qui restent en stock. Sur une denrée en plus qui est périssable, même si les DLC sont loin, là, il faudrait veiller à baisser cette durée-là par rapport à celle-là. On a quasiment 30 jours d'écart pour le même type de produit. Donc ça, c'est pas terrible. Exercice 2 maintenant. Exercice 2, on est sur le coup de stockage. Bon, bah ici, on va faire réviser la notion de nommage de cellules. Vous voyez, on va essayer de nommer tous ces éléments-là en utilisant les valeurs qui sont en haut. Donc si je vous montre, c'est-à-dire que ici, c'est un indicateur D5, et on va renommer les cellules D5, D6, D7 et D8. Donc la formule D5, je vais l'appeler vente. Je vais appeler la D6 qui est juste en dessous. Je vais l'appeler coût d'achat. Donc je vais l'appeler coût A. J'ai les coûts de passation, je vais faire CPAS.
Et le coût de possession, c'est POS. Alors, l'objectif, c'est d'éviter d'utiliser la touche F4. Là, le objectif, il est pas là. Donc, les quantités livrées, ce sont lesquelles? Donc, quantité livrée, c'est égal au total de la commande, donc les ventes, divisé par le nombre de commandes. L'intérêt, c'est qu'ici, hop, ça se recopie. Le stock moyen en valeur, c'est quoi? C'est ce que je possède, en moyenne, multiplié par sa valeur, 15. Le coût de passation, c'est le nombre de commandes qu'on va passer, 6 multiplié par 4. Non, je suis obligé de faire à chaque fois. Coût de possession étant la valeur de ce que je possède, multiplié par 8%. Le coût total de stockage étant la valeur des deux. Donc ici, ça me paraît relativement bas. Pourquoi? Donc je vérifie que c'est bien mon coût de possession qui est là. Ça va être correct. J'ai un peu indicateur. Si vous observez votre cours, votre graphique qui est dans votre cours, normalement, on s'aperçoit ici que j'ai quelque chose de plus de 200 euros. Il me semble que c'est pas ce que je retrouve. Ça veut dire sans doute que j'ai fait une erreur. Ah bah non, j'ai pas d'erreur, j'ai bien les mêmes valeurs. Donc on voit que j'ai fait un graphique. Ce graphique est comporté du coût de passation, coût de possession, du coût total de stockage. On s'aperçoit que le coût de possession diminue en fonction du nombre de commandes. Et que là, l'indicateur, c'est bien la passation des commandes qui nous coûte cher. Donc ici, idéalement, il faudrait qu'on se situe à ce niveau-là. Voilà. En mode hop, graphique sur mon élément. On voit qu'ici, c'est le coût total de stockage ici qu'on est plus intéressant. Bon, on va refaire ce petit graphique. Ce graphique toujours parce qu'il n'est pas petit. Donc, je peux prendre ça comme légende. Je peux prendre ces trois éléments. Donc, j'ai resté appuyé sur la touche contrôle. J'ai fait une courbe. Alors, ce que je vais sans doute faire pour gagner, pour être plus simple, je vais sélectionner que ces trois éléments-là. Et je vais faire mes courbes. Je vais faire ça comme courbe. Je vais modifier mon graphique. Ça fait du mal. Alors, plutôt modifier ma sélection de données. Et je vais modifier ma légende. Je peux le faire avec contrôle, hein, c'est deux façons de le faire. On voit bien que j'ai bien les mêmes éléments. Ce qu'on va pouvoir rajouter, c'est éventuellement une légende ou une table de données. Vous voyez qu'on peut les rajouter à chaque fois sur les éléments. Vous pouvez rajouter et modifier les couleurs que vous souhaitez. Ça, je vais vous laisser faire. Je sais pas où je vais vous le mettre, hein. On va le mettre ici pour que ce soit... Donc après, j'ai modifié les formes, les objets, soit en double-cliquant sur des objets, bref, vous avez plein de possibilités de faire. Vous voyez, les options sont sur le côté. L'objectif, c'est déjà sur un graphique. Moi, parce que j'ai un grand écran, je vais plutôt vous le mettre là pour vous, ça va être beaucoup plus logique. Faites en sorte qu'il ne soit pas trop écrasé. L'objectif, c'est de bien de comprendre que le coût total de stockage est le plus faible lorsqu'on a 12 commandes. Donc là, on peut mettre une mise en forme conditionnelle sur l'élément qui est le plus bas. Du valeur est moins élevé, on va modifier cette règle. Tiens, la valeur la moins élevée, on va la mettre en vert. Parfait. Donc on passe à l'exercice 3. Bon, exercice 3, ça vous rappelle normalement le diagramme de Pareto. Donc là, on va avoir une fonction qui est transposée. On va voir que... Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que le rang des références, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va mettre les références à côté. Donc j'ai besoin des références qui sont là. Donc j'ai bien la rang des références, ça va être 1, 2, 3. Les références, c'est celle-ci. Les quantités achetées, c'est celle-là. Le coût d'achat, c'est celle-ci. C'est le seul calcul qui a été fait. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner mes éléments. Je vais copier et je vais voilà mettre ici. Je vais donc utiliser la fonction de transposition. La fonction de transposition, si vous voyez la voir apparaître, c'est celle-ci. On va cliquer ce bouton pour transposer les valeurs. Alors, démonstration, on transpose. On va les transposer. Les valeurs sont transposées. Par contre, elles ne me conviennent pas parce que je veux les choses en fonction du coût d'achat total.
Donc ça, c'est pas très grave. On va faire un tri personnalisé. Et on va regarder le tri personnalisé. Dans le tri personnalisé, on va dire qu'on veut le coût d'achat total du plus grand au plus petit. Eh bien, c'est bien ce qu'on veut. Ça, et on va lui mettre OK. Automatiquement, mettons OK, il va se retransposer. Mon tableau, il est fait. Mon coût d'achat total, je vais quand même indiquer la somme. Je vais faire la somme qui va s'apparaître. Alors là, il l'a créé sous forme de tableau, ce qui va nous aider pour la suite. Ici, les références, on va mettre la 1, la 2. Normalement, il va comprendre que 1 et 2, ça va ensemble. Ouais, si vous êtes un peu tatillon, vous refaites la formule. Donc les quantités achetées également, on peut faire la somme. Ça pose pas trop de problème. Donc là, il détecte automatiquement la somme. Pourcentage du coût d'achat total. Alors, on sait ici que cet élément représente 39 et c'est 39%. On va recopier. Si on veut, on peut faire la somme. Normalement, la somme devrait nous permettre de retrouver 1, soit 100%. Le cumulé du coût d'achat total, c'est quoi? C'est cet élément ici. Donc là, on va rencontrer sans doute un problème pour le cumulé. Si je veux étirer. Non, c'est bon, ça marche. Quantité, c'est comme tout élément, c'est les quantités divisées par le total, format pourcentage et hors copie. Donc ça, c'est la loi de Pareto qu'on a déjà vue. Et on nous refait un cumulé simple qui va nous servir par la suite. Si je vais vérifier, je peux vérifier ici que je fais. Je peux lui demander de faire la somme directement vu les cas reconnus que c'est un tableau. Voilà. Que tu es un petit peu tatillon, on peut hop, refaire votre graphique, modifier votre graphique, n'importe quoi. On peut revoir la présentation, tout faire ça à peu près nickel pour que ce soit présentable et compréhensible. Donc là, j'ai bien travaillé, j'ai fait les références, les pourcentages, j'ai fait tout le cumul. Éventuellement, ce qui nous reste à faire le graphique qui permet de comparer les éléments. Dans le graphique, on peut choisir un graphique recommandé. Et celui de Pareto, c'était celui-là. Donc là, les valeurs qui sont pas côte à côte, c'est avec le contrôle. Je contrôle. Si je vous descends, on a fait le graphique. Voilà, la loi de Pareto. Donc c'est quoi la loi de Pareto? C'est que 20% représente 80%. Loi des 20-80. On peut, bon, pour la mettre en évidence, ici, on va utiliser une mise en forme conditionnelle. Alors comme j'ai des valeurs qui sont approximatives, je vais lui dire que c'est entre 79% et 81%. On va mettre orange pour changer. Jaune, allez. On est à 80. Et là, on va voir ici si on a 20. On va juste voir si la loi s'applique. Donc là, je mets entre 19 et 21%. Alors, soit vous mettez 0,19, soit vous mettez 19. Moi, je vais mettre 21%. Là, on s'aperçoit que ça tombe bien, que la loi s'applique. Donc 20% des produits en stock correspondent à 80%. Donc les produits qu'il faut maintenir, c'est égalé, c'est ceux-là. Alors après, on pourrait les faire apparaître en faisant une mise en forme conditionnelle, en mettant une formule que si c'est inférieur à 80, alors c'est les produits qu'il faut mettre en rouge. On peut essayer. On va essayer de faire une mise en forme personnalisée. C'était pas prévu, mais on va essayer de la faire. On va faire une nouvelle règle d'après une formule. On fait que égal si, hop, on va voir si ça fonctionne. Égal si cet élément est inférieur ou égal à 80%,
Mais si, ça devrait marcher comme ça. Voilà. Donc il met en évidence les produits les plus importants, automatiquement. Ouais. Donc un élément, visuellement, c'est que ces produits-là sont les plus importants. Je change les valeurs, ça changera également. Donc ça, c'était l'exercice numéro 3. Donc mettez un titre du graphique ici, ça marcherait pareil. Exercice 4. Toujours sur une loi de Pareto, donc toujours des choses à remettre en ordre, en forme. Donc ici, je vais juste remettre mes éléments en forme. Bien, comme ça, et je vais mettre un cadre dès le départ. Les références sont là, c'est pareil que tout à l'heure. Donc là, peut-être l'avantage, c'est on sélectionne ici directement. On va faire mon tri personnalisé et je vais trier par coût d'achat total du plus grand au plus petit. Ah, on va se resituer là, tu vois, du plus grand au plus petit. Ça va être plus pratique. Et après, on va déplacer en unité. Et après, bon, on maîtrise le copier-coller. Alors là, faites attention, moi je vais copier-coller uniquement les valeurs. Copier-coller les valeurs, je vais uniquement utiliser celui-là. Ça va être beaucoup plus simple pour la suite. Je vais respecter ainsi. Coût d'achat. Alors, vous voyez, j'ai fait une erreur ici. Numéro de francs quantité, le coût d'achat unitaire, il est pas là, il est pas fait. Donc, on va refaire. Qui a mal fait, refait. Hein, c'est pas très compliqué. Je les avais pas. Ah, ah, ah. On va gagner du temps. Alors là, juste remettre ça. Faux. Bon, le mieux, c'est d'avoir quand même ici la somme. Et la somme ici. Donc là, vous avez juste ces éléments à refaire. Pourcentage du coût d'achat total, c'est égal à quoi? Donc on est sur le coût d'achat total, c'est cet élément-là, divisé par cette base-là. Alors attention ici, je vous conseille d'utiliser F4 ou de donner un nom à la cellule E27 pour pouvoir l'appliquer. Sinon vous allez avoir un problème. Il en va être de même pour le pourcentage cumulé du coût des quantités achetées, excusez-moi, je bug. On fait 126 divisé par cet élément-là qu'on va figer, donc pareil, on remet le pourcentage. Alors j'aurais pu l'appliquer en une fois, je suis d'accord avec vous. Alors si on veut mettre des éléments de contrôle, j'aurais pu mettre une somme également, permet de vérifier. Le cumulé et n'étant pas trop dur à faire, on va le faire juste en dessous. On arrive bien à 100. Et on arrive bien à 100. Dans tous les cas, on arrive à 100. Là, la conclusion qu'on peut tirer, c'est que si on refait mes mises en forme conditionnelles, je suis pas à 80, je suis à 20, 80 ici. Donc ici, on voit que la loi de Pareto s'applique pas. C'est pour ça qu'on va essayer d'appliquer ici. Alors, on va la faire de manière empirique, hein. Est-ce que 10% des clients représentent 60%? Donc là, c'est pas les clients, ça va être les références. Et on voit que 10% des quantités, ça représente R7 et R5. En fait, R7 ici et R5. Et en quantité achetée, c'est quoi? Ça représente les quantités, c'est 5 plus 5. Alors, on pourrait faire une formule de recherche. Alors, je vous fais pas parce que dans votre version d'Excel au lycée, j'ai peur que ça bug. Donc, je vous le fais de manière empirique, hein. C'est pas la meilleure des façons, mais c'est juste pour vous démontrer comment on peut le faire. Donc après, je fais 40% des clients représentent, donc 40% des clients, donc ici c'est 40% des références. Ça va être R3. Je pense que ça va être R3, R1 et R6.
Si vous prenez toujours les mauvaises valeurs, vous avez toujours les mauvais chiffres. Donc j'ai dit R3 et R6. Et la dernière valeur va être bon. R1, R3, R6. Et en pourcentage du coût d'achat, donc c'est R1 plus R3 plus. Ah non, là je vois, ça fait pas 40%. Alors pourquoi je peux pas prendre R4? Parce que R4, je peux prendre R4. On va noter, ça va faire R1, R3, R6 et éventuellement R4. Ça, c'est quatre valeurs qui sont. Donc ça, c'est pour s'en cumuler du coût d'achat. Donc forcément, je suis pas dans ma bonne colonne, regardez. Donc ça, tout ce que j'ai dit précédemment, c'est faux. Donc on est sur le cumulé du coût d'achat. R1, on est sur ces quatre-là. Et on a donc R5 et R5, R2 et R8. On va voir tout de suite si j'ai pas oublié une de mes valeurs. Tableau. R2 et R8, c'est les deux sommes que j'ai pas pris. Et ces deux éléments-là qui représentent 10%, cumulé du coût d'achat, mais qui représentent en termes de quantité achetée 31%. Donc on s'aperçoit que c'est pas bon, un R4 aurait dû être là. Pourquoi? Parce qu'on a 10% des clients qui représentent 60% du chat. On a bien 10% des clients qui représentent 60%. Et là, je vous dis qu'on n'a pas 40% des clients. Donc R4, on va le supprimer de là. Qui a mal fait. Donc ça, on a 30% des clients qui représentent 25%. Donc on n'est pas ici à la loi, à la règle. Donc là, on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué de gérer ces règles-là. Là, ça va représenter coût d'achat, ça va représenter 15%. Et ici, par contre, on aura 15% des clients, n'importe quoi, 50% des clients, voire même plus, 57, qui vont représenter 25%. Alors l'autre idée, vous voyez, c'est-à-dire que si on veut arriver à 50, si je prends aussi, là je me suis pris le tableau précédent, c'était pas peut-être forcément le à faire, mais ici en termes de ref, à mon avis, si on bascule R8 là-haut, ça peut peut-être coller. Enfin bref, là je parle en termes de valeur, en termes de quantité achetée. Voilà ce qu'il fallait trouver en tout cas à ce stade. Maintenant, on va passer à l'exercice, le dernier, l'exercice 5. Exercice 5, donc on a déjà vu tout à l'heure, donc on va reprendre les mêmes choses. Donc on va le faire deux fois, alors juste copier la mise en forme, c'est pour ça que je l'ai mis comme ça. Stock mensuel moyen, donc on a plein de choses qui sont faites, on peut savoir que tout est déjà automatisé. Donc stock initial, c'est égal à après livraison, c'est marqué, hein, stock initial après livraison, plus stock final. Le stock final, il est où? Il est là. Et je divise par 2. Ouais. Et je recopie vers la date. Le stock moyen étant ici une moyenne des éléments qu'on a là. Rotation des stocks est égale à la vente. Et donc tout ce qu'on a vendu, est-ce que je le vois? Montant des ventes, voilà, merci. Divisé par le stock moyen.
Et ici, la durée moyenne de stockage est égale à 180. 180 parce qu'on travaille sur une période de 6 mois, divisé par la rotation des stocks. C'est 41 jours 40. Donc je rappelle, hein, pour faire ici, si je vous remontre comment on fait, en termes de jours, vous allez bien sur personnaliser tout en bas. Ah, excusez-moi, vous ne voyez pas. Vous allez bien sûr tout en bas personnaliser et vous modifiez le type. Avec une majuscule, ça, je sais pas si je l'ai mis. Ici que j'ai fait n'importe quoi. Alors pourquoi? Parce que j'ai tapé quelque chose qui existait déjà ou voilà, voyez, hop, parfait. Donc le coût de passation, respect calcul de passation d'une commande, c'est de multiplier en fonction des différents éléments les valeurs qu'on a besoin. Donc là, on va peut-être dézoomer pour commencer, pour que vous puissiez voir les choses correctement. Et on va procéder aux différents calculs des éléments manquants. Donc comment on calcule le coût de passation? Bah, la question c'est combien on a passé de commandes. On en a passé 6, parce qu'on a eu 6 livraisons. Et le coût de passation des commandes coûte 10 euros. Le coût de possession, c'est ce qu'on se possède. Donc, on possède. euh, on possède quoi? On possède en moyenne 115 produits qui valent 200 euros en moyenne et qu'on va te détenir qui ont une valeur de 5%. Et on va donc trouver un coût de possession total de stockage, excusez-moi, de 1210. Ça, on va refaire un petit exercice, on aura une évaluation. Alors pour moi, il n'est pas terrible là ici, excusez-moi. La même chose, 37,5. Alors là, je modifie même ça. Pas du tout. Ouais, c'est un peu mieux. Ok. Donc l'objectif, ça va être de mieux présenter sur celui-là du dessus. Donc des machines à café. Et on va réappliquer ça par rapport à l'autre proposition des fournisseurs. Donc l'objectif, ça va être de refaire ce tableau-là, de le refaire ici. Vous voyez, pour ça que je fais cette présentation. Donc de refaire exactement tous les calculs. Donc là, je sais qu'en moyenne, je suis à une hauteur de ligne de 37,5. Et l'adapter au fournisseur avec les nouvelles valeurs. Donc ça va être ça votre mission. Alors là, je vais couper, je vais le faire. L'idée, c'est de garder à peu près une même présentation. Donc, vous prenez les valeurs, vous allez le compléter et on va trouver les bonnes informations. On va essayer de terminer l'exercice. Donc, les ventes sont toujours identiques. Ça change pas. Donc, on peut faire copier, coller les valeurs. Et là, l'objectif, c'est de faire 2 livraisons. Si on croit notre fournisseur, le nombre, c'est 2. Il y en a 2. On va voir quand est-ce qu'on va les faire. Stock initial avant livraison. Donc là, vous voyez qu'on a une livraison de 120. Une consommation qui va être normalement la même chose, que le stock initial est toujours le même. Donc si on livre, on va livrer 260 produits. Donc le stock initial avant livraison est toujours le même, hein, il ne change pas. C'est toujours stock initial après livraison. Est-ce que j'avais mis une formule ou pas? Oui, et là j'avais mis une formule. Allez, si on n'est pas court au jeu, on fait copier, coller. J'aurais pu faire copier toute la ligne. On aurait gagné du temps. Donc ici, on voit toujours la même chose. Donc avant livraison,
Ici, on a toujours ces éléments-là qui viennent ici. Donc on voit ici que j'ai besoin d'une livraison de 240 produits. Alors c'est 260 produits, pardon. Et on a toujours normalement la même. On a toujours 520, donc à la fin on a toujours 40. Donc là on vérifie, on fait une formule somme, on a toujours la même chose. Ça ne change pas. Donc là on va peut-être revoir mes stocks moyens mensuels. Je vois qu'ici j'aurais pu recopier ces éléments-là et mettre ici. Moi, c'est quoi mon stock moyen? C'est stock initial divisé par 2. Vous voyez, vous avez raison. C'est peut-être pas très joli de faire ça. Voilà. Ici, l'objectif c'est d'apporter une correction à des éléments qu'on a. Donc ici, j'aurais préféré que ce soit cet élément soit ici et celui-là soit là. Le stock moyen semestriel, on va le définir nous ici en dessous. Ça va être plus joli comme ça. On adaptera nos formules éventuellement. Donc stock moyen trimestriel. Alors, pas besoin de faire une forme. On va la faire comme ceci, qui est donc ces éléments-là. Ce sont trois. Donc, la rotation des stocks, c'est toujours les ventes divisées par le stock moyen. C'est toujours les ventes divisées par le stock moyen. Là, c'est pareil. Je pense que je suis pas terrible en termes de présentation. Donc, on va. La durée moyenne de stockage, on va faire exactement la même chose. On va se recaler pour que ce soit à peu près nickel. Donc là, si on reprend toujours la même chose, c'est 180 divisé par l'élément que j'ai calculé au-dessus. Alors si je veux le même affichage en termes de jours, je prends reproduire la mise en forme, et voilà. Je peux éventuellement ici faire un renvoi à la ligne automatique. Ça sera et la même chose. Envoyer. On va juste compléter parce que j'ai vu qu'il y avait une erreur, donc j'étais obligé de rajouter ça après. Dans le stockage, dans le coût de copossession et le coût total, il y a une erreur. Le coût de passation, en fait, c'était ici. J'avais fait une erreur de frappe, c'est 200 euros, c'est une commande, mais on en passe deux. Donc c'est 200 par 2. Donc c'est 400. Et en fait, c'est pas 200 ici qu'il fallait prendre. Ce que j'ai fait, je me suis juste trompé de ligne. Donc, on rectifie, on fait égal 10 par 2. Voilà. On est à 20 euros. Donc on voit qu'ici, j'ai rectifié parce que c'est un petit peu énorme. Et je me suis rendu compte également que vous voyez pas forcément bien la formule du coût de possession. Alors là, ce qui est complet, c'est quoi? Donc je répète les trois éléments que j'ai besoin. J'ai besoin de la valeur. Donc A moins K9, c'est la réduction de 5%. Il faut prendre en compte. La valeur K5, donc c'est la remise. Donc c'est bien que j'ai. Je répète. A moins K9, c'était la réduction, donc les 93%. Le coût de possession, c'est K5. Et K3, c'est le coût d'achat unitaire. J'ai 34 par le stock moyen. Voilà. Si je rectifie un petit peu ces valeurs, ça va être un peu plus. Au moins, ça va être correct. Pourquoi? Parce que la conclusion est faite que ça coûte à 2,50 €, ça correspond à la même chose. Donc, sur la pertinence ou non, je suis beaucoup moins tranché que mon avis précédent. Donc, à voir. Là, en termes de coût, le coût le moins cher, c'est la proposition du fournisseur. On voit qu'elle n'est pas nette, notamment, enfin nette. Elle n'est pas plus importante par rapport à la réduction qu'on peut avoir. Voilà pour le complément. Voilà, bon, ça c'était pour vous présenter une correction. Donc nous on reverra peut-être en cours en évaluation cette partie-là, sur mon approvisionnement de café, qui va vous permettre. Je vais vous mettre les liens des vidéos précédentes en description. Voilà, allez, bonne journée.